À travers les âges, la majesté, la beauté et la puissance des fleuves ont servi d'inspiration aux communautés, nations et civilisations. Les cours d'eau du monde ont enrichi les cultures, soutenu les nations et donné naissance à des civilisations. Source de la vie elle-même, ils renouvellent la fertilité du sol. Un fleuve a de nombreuses phases. Le Brahmapoutre, l'un des plus grands fleuves du monde, mais parmi les moins connus, puise son origine dans un glacier dans la lointaine étendue occidentale du Tibet. Un mince filet, au début, et il prend de la vitesse et de l'ampleur pendant le trajet de près de 3000 km qu'il parcourt jusqu'au golfe du Bengale. Une phrase traditionnelle indienne décrit les nombreux états d'esprit de la nature. C'est le Navarasa, ou 9 humeurs. Le Brahmapoutre incarne ces diverses humeurs de la nature, parfois serein, doux et sinueux, inspirant la méditation, et d'autres fois furieux et ravageur. Il coupe les communications, submerge les biens, détruit la végétation, isole des régions entières pendant des semaines de suite. Partout, sa puissance rude et primitive se manifeste. Il écarte avec mépris tout effort humain pour le mater. Un orage a soulevé ces grands bateaux pour les lancer 1 kilomètre au loin sur la terre. Ils sont tombés sur des rizières où ils resteront pendant des mois jusqu'à l'arrivée des prochaines grandes eaux. Les gens aiment le fleuve. C'est une source de plaisir simple, de détente et de contemplation. Et en outre, il crée des emplois. Le Brahmapoutre sert de voie de commerce pour les céréales, le sel, le poisson, les textiles, les matériaux de construction, le bambou et le bois de teck. Aujourd'hui, les ponts enjambent le fleuve à différents endroits, permettant des transports et communications plus rapides. Les gens ont été obligés de s'adapter aux humeurs du fleuve, mais des interrogations subsistent. কিনো কম এই নৈ মোৰ সকলো শেষ কৰিলে যোৱাবাৰ ঘৰটো উটাই লৈ গ'ল এই বছৰ খেতি গোটেইখিনি মাৰি পেলালে এই নৈখন আমাৰ বাবে কালহে তাতকৈ আৰু কি কম On entend couramment ces tons de colère et de désespoir tout au long du cours du Brahmapoutre. Pourtant, peu de gens peuvent nier que ce fleuve est une source d'inspiration, la base de l'économie et de la culture des lieux depuis le Tibet jusqu'au golfe du Bengale. Les plaintes nonobstant, on reconnaît tout de même son rôle. À l'aube, un pêcheur se rend au bord du fleuve et prie pour une belle pêche avant d'entrer dans son bateau. Un vieux musulman récite ses prières sur le fleuve. Un moine tibétain regarde les eaux depuis un monastère près de Lhasa.
Dans nos vivantes traditions, il a toujours existé un rapport spécial avec la nature. Cet ancien rituel de prière du villageois Mishing, sur les bords du Brahmapoutre, subsiste encore aujourd'hui. Les gens des vallées, par lesquelles coule ce fleuve, sont imbus d'une foi traditionnelle et d'une spiritualité très souple. Le Brahmapoutre coule majestueusement à travers le Tibet, l'Inde du Nord-Est et le Bangladesh. C'est l'un des grands cours d'eau du monde. Et depuis sa naissance, jusqu'à la dernière étape de son trajet dans le golfe du Bengale, il est entouré et soutenu par l'immensité. Qu'il s'agisse du Tibet, où il prend son origine, des collines et plaines de l'Assam ou des plaines du Bangladesh, il a partout un caractère gigantesque, apparemment inépuisable. Près d'un demi-milliard de personnes dépendent des eaux du Brahmapoutre, de ses affluents et du Gange, l'autre grand fleuve de la partie orientale du sous-continent indien. Peu de fleuves ont un aussi grand impact sur la vie d'autant de gens que le Brahmapoutre et le Gange. Des deux, c'est le Brahmapoutre qui est la plus grande voie navigable. Les voyageurs, le long du Tsangpo, au Tibet, sont stupéfaits devant l'immensité des paysages de part et d'autre du fleuve. Rien ne les prépare à la majesté et à la grandeur du Tibet, dont le plateau s'élève en moyenne à 3000 mètres. Peu de gens savent quelle est l'origine du Brahmapoutre. Quand les membres intrépides du service topographique de l'Inde n'ont pu pénétrer ce mur himalayen, fiction et réalité, mythe et géographie se sont mélangés pour tisser une trame de conte à son sujet. Ce n'est qu'en 1913 que deux explorateurs britanniques qui ont suivi le cours du fleuve ont prouvé que le Tsangpo et le Brahmapoutre étaient en fait un seul et même fleuve, puisant sa source dans les glaciers Chema-Chungdung. Pas loin de là se trouve le lac Mansarovar et l'immense mont Kailash, sacré pour les hindous et les bouddhistes. Ce fleuve change 6 fois de nom et devient en traversant 3 pays, le Tsangpo, Dehang, Seyang, Brahmapoutre, Yamuna et finalement Padma. Le Tsangpo au Tibet est principalement un ruisseau étroit, parfois enragé, plongeant par des gorges profondes, se frayant un chemin au cours de 5000 mètres ou plus pendant des millions d'années. Il traverse à ses débuts un terrain inhospitalier avec peu de végétation et dénué d'habitation humaine. Dans ce pays rude et isolé, la traversée du fleuve est chose périlleuse. Les services de bac ont été fermés à cause des courants rapides et de l'eau profonde. Mais un bateau léger, en peau de yak, le grand bison tibétain, peut descendre les rapides sans se soucier des conseils officiels. Celui-ci, fabriqué dans les peaux de siak, peut porter 14 personnes. Fait en bois, ce radeau aurait coulé.
Il y a des centaines de millions d'années, le monde était bien différent. À mesure que des pressions gigantesques déchirèrent les continents, fixant l'Inde dans son emplacement actuel, et que les plaques terrestres asiatiques et indiennes se broyèrent l'une contre l'autre, déformant la Terre, se forma le plateau du Tibet, l'Himalaya, ainsi que la vallée et les plaines de l'Assam. Le Tibet est l'un des endroits les moins peuplés et les plus spectaculairement déserts de la Terre. Refuge d'un peuple robuste et profondément religieux, l'isolement du Tibet a fait qu'il reste l'un des lieux les moins connus du monde. À mesure que le fleuve s'élargit, il forme la première des îles qui parsèment son cours. La vallée est une source de récolte abondante. Hommes et femmes travaillent, coupant et empilant la récolte d'orge. Les champs brillent avec le jaune de la moutarde et une diversité de légumes, de fruits et d'herbes dans la vallée plus large de Yarlung, alors que le fleuve s'oriente vers l'est. Au milieu d'une abondance apparente, un rappel abrupt de la puissance dévastatrice du fleuve. Un paysage idyllique s'est transformé en cauchemar. Du jour au lendemain, le fleuve a débordé de son lit pour entrer dans les champs d'orge du village de Zangri, où chaque homme, femme et enfant s'est précipité au secours. Du fait même de ces épreuves, les Tibétains prennent encore plus de plaisir aux joies qui apportent la couleur, aux fêtes, aux danses et à la musique. Le bouddhisme est fermement enraciné au Tibet. Chaque moment, chaque endroit, chaque personne nous rappelle cette influence dominante. Des changements superficiels sont survenus. Discos, nouveaux édifices et restaurants, voitures japonaises, marchés pleins de monde. Mais le fond religieux du mode de vie tibétain reste intact et vibrant. Située au bord de la rivière Kyushu, affluent du Tsangpo, Lhasa est la capitale du Tibet. Appelée autrefois cité interdite parce que les étrangers n'y avaient pas accès. Lhasa garde ses racines traditionnelles et historiques, malgré des mutations physiques. L'édifice le plus spectaculaire de Lhasa est le palais Potala, qui domine le paysage. Construit au 7e siècle, il fut reconstruit au XVIIe siècle. Pour les Tibétains, c'est le Jokand, avec ses chapelles et couloirs illuminés par des lampes à beurre, qui est le plus sacré. Autour du Jokand se trouve le Bakor, la voie sacrée des pèlerins, qui sert aussi de marché central. Au sud-ouest de Lhasa se trouve Shigatse, ville construite au XIVe siècle, au confluent du Nyangchu et du Tsangpo.
mieux connu pour être la demeure traditionnelle du Panchen Lama, deuxième personnage religieux le plus important du Tibet après le Dalai Lama. Tashilhunpo est une ville de moines dont les rues pavées et le vaste réseau de salles et chapelles résonnent des psalmodies des chants anciens. Le fleuve n'est jamais loin. Que ce soit en route pour Yumdrok-Tso, le lac sacré turquoise, ou à Gyantse, où un fort spectaculaire domine les hauteurs et où se dresse un monastère dont l'architecture a subi l'influence des styles népalais et indiens. Mystère et magie règnent dans les chambres et chapelles sombres de ce monastère, en voie de restauration. Le fleuve y est toujours présent. Le monastère de Pabonka, près de Lhasa, serait une copie du temple Kamilyaya, en Assam, qui lui aussi domine le Brahmapoutre. Dans ce pays tentaculaire, le temps et la vie marchent à leur propre allure. Seul le fleuve semble se presser, prenant de la force à mesure qu'il se précipite vers l'Inde. Le Tsangpo fait un bruit de tonnerre en traversant les gorges de Namcha Barwa, la falaise la plus profonde du monde. Il explose sur les rochers et par les jungles pour aboutir au petit village de Gailing, en Inde, après avoir achevé déjà la moitié de son long trajet vers la mer. Gailing, un village de 900 personnes, est la première habitation indienne sur le Tsangpo. Au-dessus du village est un gompa, petit mausolée bouddhique construit il y a plus de 40 ans. Le terrain est difficile, et seule l'armée de l'air indienne, qui transporte passagers et approvisionnements, a accès à Gailing, à la frontière avec la Chine. Ici, le fleuve change de nom et devient le Siang, autrefois appelé Diang. On le voit s'élancer à travers les collines. De Gailing, le fleuve commence à descendre vers les plaines, aux rapides et cascades puissantes, notamment à Tuting et Yingkiong. Autrefois, seuls des ponts suspendus enjambaient le fleuve. Mais il y a quelques années, le vieux pont suspendu fut remplacé par un grand pont en acier et ciment. Or, en l'été de l'an 2000, la brusque montée d'une vaste crue au Tibet détruisit le nouveau pont et chacune des structures construites le long du Siang. Les vieilles croyances persistent toutefois. La vallée du Siang héberge les Hadis, une grande communauté pittoresque. Dans les villages d'Arunachal Pradesh, peu de choses ont changé depuis des siècles. Ici, c'est le Kilang, où les chefs de village se sont réunis pour accueillir un leader local et pour jouir d'un festin fait de viande, poisson et riz, arrosé de la bière locale. Les Hadis renouvellent constamment l'emplacement de leurs champs. Aussi les collines sont-elles chauves, leurs flancs mutilés. Mais, faute de mieux, cette forme de culture persiste. Ailleurs, les villageois ont construit ce totem pour éloigner les maladies et l'esprit du mal.
La varicelle a frappé un village lointain. Et les Zadizes veulent être prudents. Un des affluents majeurs du Brahmapoutre est le Lohit, qui descend de la Chine. C'est au Parsuram Kund, au bord du Lohit, qu'a lieu la fête annuelle du Makar Sankranti. C'est un lieu prisé par les hindous, car c'est ici que le guerrier légendaire Parasuram aurait été libéré du péché du matricide. Au crépuscule, on entend le bourdonnement de la petite centrale hydroélectrique. Les routes sont tortueuses, et les longs ponts suspendus oscillants sont le moyen le plus rapide et le plus facile de traverser la vallée. Le village entier travaille pendant des semaines pour le construire. Dès le XIe siècle, des voyageurs chinois ont fait l'éloge de la dextérité des villageois qui ont su ériger ces merveilles d'ingénierie. Les collines près de la ville de Panigat, non loin d'ici, ont été témoins de l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire du Brahmapoutre. Le 15 août 1950, un tremblement de terre mesurant 8,7 sur l'échelle de Richter ravagea la vallée de l'Assam et changea à jamais le cours du fleuve. Des collines s'effondrèrent et des crues soudaines ensevelirent villes et villages sous des tonnes de roches, de vases et d'eau. De nouvelles communautés surgirent au bord du fleuve. Parmi les signes les plus visibles du changement sont les plantations de thé prospères de part et d'autre du fleuve. La ville de Dibougar est l'un des plus grands centres de production du thé indien. Établies par les Britanniques au XIXe siècle, ces plantations appartiennent maintenant aux capitalistes indiens. Ces travailleurs sont les descendants des tribus de l'Inde centrale qui furent amenés de force par les Britanniques pour travailler dans les plantations. Nombreux moururent dans des conditions affreuses. C'est ici qu'on fabrique le thé bien fort d'Assam, célèbre dans le monde entier, et l'une des exportations les plus rentables de l'Inde. Les communautés de travailleurs des plantations sont parmi les groupes ethniques les plus importants de la vallée du Brahmapoutre, et elles ont gardé leur tradition de musique et de danse. Les scientifiques disent que le fleuve est en train de changer son cours et qu'il s'oriente vers le sud. On réfléchit sur les conséquences éventuelles de ce changement de cours.
En hiver, beaucoup de canaux s'y forment, rendant la traversée encore plus difficile. Les caractéristiques uniques du Brahmapoutre ont commencé à s'affermir en Assam. De petits bancs de sable, ou saporis, comme on en voit plus en aval au Bangladesh, tout comme l'eau vaseuse, ont commencé à apparaître. Au XIIIe siècle, un prince thaï du nom de Sukapa quitta son royaume dans la région Chal de la Thaïlande septentrionale et du sud-est de la Birmanie pour se rendre dans la vallée du Brahmapoutre. Il franchit en route la chaîne Patkai à l'ouest de la Birmanie. Une petite bande de fidèles le suivirent sur des éléphants et poneys robustes. Sukapa et son groupe étaient les Haoms, qui dominèrent l'Assam pendant 600 ans avant d'être subjugués d'abord par les Bhimans et ensuite par les Britanniques. La période où les Haoms maîtrisèrent la vallée entière, subjuguèrent les tribus des collines et vainquirent les Moghols, autre grande puissance de l'époque, est l'ère la plus glorieuse de l'histoire médiévale de l'Assam. Dotés d'un système bien organisé d'administration, ils ravivèrent le bouddhisme en Assam avant de se convertir plus tard à l'hindouisme. Leur histoire est méticuleusement inscrite dans les Burangi, ou chroniques royales. Bien que les Ahoms soient aujourd'hui une petite colonie dispersée, leurs jours de gloire subsistent dans leurs édifices remarquablement solides. Ils aimaient le sport et la danse. Le monarque, la maisonnée royale et les courtisans assistaient ensemble aux combats d'éléphants et de taureaux. Les modes de culture ont évolué avec le temps pour emprunter le cycle agricole naturel. Dans la vallée du Brahmapoutre, le pikou est la forme de célébration la plus vive de cette culture. Le rythme des saisons, le visage inchangé de la culture. Pendant des siècles, ces terres ont été enrichies par le limon amené par les eaux de crue du Brahmapoutre. La crue en retraite laisse derrière elle la vase, qui crée une couche arable très fertile. Au cœur du fleuve se trouve l'un de ses plus grands trésors, Majuli, l'une des îles du fleuve parmi les plus grandes du monde. Elle abrite un écosystème marécageux unique au monde. Le canard brahmini, la grue Antigone et d'autres oiseaux migrateurs viennent ici des pays de l'Asie pour s'y reposer et se nourrir. La communauté Mishing vit ici dans des maisons sur pilotis pour se protéger contre les eaux de crue. Mais l'érosion ravage l'île, dévorant tous les ans d'énormes tranches de sol. Majuli est en train de se rétrécir, peut-être même de mourir.
Majuli est un site majeur du patrimoine mondial, du fait de ses satras, ou monastères, qui remontent au XVe et XVIe siècle. Ils furent fondés par le réformateur saint Sankardeva, dont l'influence persiste encore aujourd'hui. De tels monastères se trouvent à Majuli, ainsi que tout au long de la vallée du Brahmapoutre. Ils conservent les traditions de musique et de danse religieuse dont Shankaradeva se servait pour disséminer sa foi. Ici, les danseurs moines incarnent l'amour divin de Radha et du Seigneur Krishna. Or, même les satras se voient obligés de déménager pour s'installer sur une terre ferme. Sur la rive nord du Brahmapoutre se dresse Tezpur, ville de temple et port fluvial imprégné de légendes. Tezpur est associé à des contes d'amour, tels que celui d'Aniruddh et Chitraleka, et d'autres de courage, d'effusion de sang, de bataille et de mythologie. Un pont long de 3 km enjambe ici le Brahmapoutre, reliant les deux parties de la vallée. Un peu en amont se trouve le parc national Kaziranga, destination touristique très populaire. Son habitant le plus célèbre est le rhinocéros indien à une corne, bête disgracieuse qui se vautre dans les marais la plupart du temps et ressemble à un vestige de l'âge des dinosaures. Ressemblant à un char, le rhinocéros est chassé par les braconniers pour sa corne, longue de quelques pouces, recouverte de cheveux emmêlés, qui atteint des prix très élevés en Asie du Sud et en Chine. De nombreuses autres espèces habitent Kaziranga, se cachant dans les hautes herbes ou se déplaçant dans les marais. En aval du fleuve se trouve Guwahati, le centre économique du Nord-Est et ville historique. Le temple Kamakya, voué à Parvati, épouse de Shiva, dieu de la destruction, attire de nombreux pèlerins. Outre les pèlerins, le complexe du temple abrite aussi un groupe de tortues anciennes, à l'allure lente, silencieuse et vigilante. Près du fleuve, à Guwahati, se trouvent d'autres lieux de culte, tels Umananda, où le dieu Shiva est la divinité principale. À Ajo, à peu de distance de Guwahati, se trouve le mausolée de Ali Yogama. أشهد أن لا إله إلا الله. Ajo est aussi célèbre pour la mosquée Kwameka, qui date de 900 ans.
Elle se dresse au sommet de la colline et fut construite sur un terrain donné au XIe siècle à un prince irakien, les premiers arrivants musulmans dans la région. Le bruit des métiers à tisser résonne dans les ruelles de Sualkuchi. Cette petite ville, au bord du Brahmapoutre, est le noyau de l'industrie de la Muga, soie dorée célèbre de la Sabre. La soie est la ligne de vie de cette ville. Des familles entières sont engagées dans le processus complexe de bobiner et sécher le fil avant de le tisser. Ici, des doigts et des pieds agiles battent un rythme saccadé alors que le tissu magique prend forme. La présence du fleuve contribue à la prospérité associée à la soie de Sualkuchi. Il fut un temps où c'était une importante escale pour les bateaux à vapeur, mais plus maintenant. Le fleuve préside encore sur le destin de nombreux artisans à Sualkuchi. Sous un soleil brûlant, dans une petite hutte, des ouvriers sont assis autour d'un four torride, martelant, sculptant et polissant le métal de cloches sous des formes connues, bols, cymbales et assiettes. Tout près de là se trouve Barpeta, centre commercial majeur, où se trouve un grand monastère influent. Cet édifice du XVIe siècle, où des formes de musique et de danse ont évolué, lance constamment un appel aux fidèles. Non loin de Barpeta se trouve le pays des Bodos, le plus ancien groupe ethnique de la vallée. Ce sont les Bodos qui ont amené dans cette région l'art de l'élevage du ver à soie. Ils ont donné au Brahmapoutre le nom de Burumbutur, ou eau tourbillonnante.
Au sud-ouest de Barpeta, le fleuve commence à descendre vers le Bangladesh. Un temple sikh, datant du XVIIe siècle, se dresse au bord du fleuve. On y trouve une petite communauté prospère de Sikhs assamais qui semblent avoir oublié même leur langue punjabi. Leurs ancêtres s'y sont établis il y a plus de 300 ans, et leurs traditions sont toujours vivantes. Le fleuve commence à changer radicalement de nature. Sa capacité à inonder devient même visible en saison sèche. Des douzaines de rigoles se creusent, rendant difficile le voyage. Le canal principal est peu profond. Sur les rives, les artisans travaillent, coupant rapidement le bambou et la canne pour en faire des clôtures et des paillassons, qui sont acheminés par bateau au Bangladesh. C'est une scène qui enjambe les frontières, une culture et des dextérités communes unissant les peuples de part et d'autre. আমার পানি বারেতে ফিরা চাও আবার তুমি আসবে কবে শুধু বইলা যাও. Le fleuve coule vers le Bangladesh. Il est difficile de discerner la frontière. Le paysage est semblable, plat, sans arbres, seulement des joncs aux touffes blanches se balançant dans le vent. Sur l'île, les fermiers labourent la terre et mènent leur bétail à travers les ruisseaux. Les enfants jouent et le batelier chante les peines et les joies de la vie. জোয়ার এলো মন মাতিয়া এলো নদীর বুকে. Ici, c'est Nunkovachar, l'endroit où le Brahmapoutre entre au Bangladesh et se joint au Darla, au Dud Kumar, près de la petite ville du district de Kuringram. De là, le fleuve s'élargit à quelques kilomètres. Le Brahmapoutre est ici à l'automne de son âge et semble empreint de nostalgie. Il change encore de nom. Un peu en aval, on l'appelle le Jamuna, avant qu'il ne rencontre le Gange pour devenir le Padma. Il se joint finalement à la Meghna et s'élance dans le golfe du Bengale. Petit matin. La rive chez le mari est calme, alors que les pêcheurs partent pour la journée. Le Brahmapoutre et ses affluents rongent la côte ici, au rivage de Belashi. Le fleuve changea de cours il y a plus de 200 ans, et aujourd'hui le lit du vieux Brahmapoutre est sec et plat. La vie a une résonance spéciale ici, une résonance de nombreux siècles. Une jeune femme quitte la maison de ses parents, ayant accouché de son premier enfant. Elle doit maintenant retrouver son mari. Le fleuve continue à consolider ses traditions. Sur cette étendue, un seul pont enjambe le Brahmapoutre. Plus loin, à Sirajganj, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale ont aidé le Bangladesh à construire un pont, aussi bien ferroviaire que routier. Le pont de Jamuna fera perdre aux bacs géants qui parsèment le paysage du fleuve leur importance. Ces bacs et autres bateaux sont une partie essentielle de l'économie du Bangladesh, et ceux qui en dépendent pour leur gagne-pain vont sûrement en pâtir. Les fleuves, purifiants, rafraîchissants et calmants, nourrissent les pays. Ces navires géants, construits par les Norvégiens,
transportent des camions, des autobus, des voitures et des hommes. Des milliers d'hommes faisant quotidiennement des trajets courts ou longs. C'est le moment de la détente et que le fleuve fasse son travail. Le Brahmapoutre rejoint le Padma ou le Gange à Harichar, un confluent géant, mer intérieure où les vagues ballottent les petits bateaux et les chanteurs récitent leur amour et leur peine. C'est un milieu où les pêcheurs jettent leurs filets et les ramènent sur un rythme aussi vieux que le temps. Le fleuve vibre de la vie et de l'esprit d'entreprise. Ces vaches venues de l'Inde seront acheminées vers l'abattoir. D'autres produits aussi traversent les frontières sans trop de problèmes. À vrai dire, tous, dans le cadre de ce que l'on appelle le secteur informel, s'y placent clandestinement. Le fleuve fait naître ici, tout comme en Inde, des arts créateurs. Le bruit des métiers à tisser rappelle aux voyageurs le village du fil doré de Swalkuchi, en amont, en Assam. Le fleuve a une grande influence culturelle. Fabriqués à Tangail, ces saris exquis sont la fierté du Bangladesh. Le port de Dhaka Sadar éclate d'énergie et abonde en bateaux. Partout, les vaisseaux sautent sur l'eau, se bousculent ou se dirigent droit vers leur destination. Ils transportent en général des passagers de part et d'autre du fleuve Burgi-Ganga. Le port est la clé de l'importance de Dhaka comme centre commercial et centre politique majeur, ainsi que comme capitale du Bangladesh. Le ruisseau glaciaire de l'Himalaya est maintenant un fleuve géant, à la dernière étape de son trajet extraordinaire depuis le Tibet jusqu'au golfe du Bengale. Un mélange unique de communautés prospère le long du cours du fleuve. Même ici, il attire des communautés variées, telles que les Beds, bohémiens aquatiques du Bangladesh, qui sont en outre charmeurs de serpents et musiciens itinérants. Dès avant l'aube, bateaux et navires se dirigent vers les vastes étendues de pêche du fleuve. Pour ceux qui veulent faire halte un moment, il y a des lieux de stationnement. Mais dès que les premiers rayons du soleil étincellent sur l'eau, cet endroit se ranime, foisonnant de vaisseaux de tous les genres, se précipitant vers la prise quotidienne du hilsa, poisson d'eau douce très prisé du Bangladesh et de l'Inde orientale. Le nombre de bateaux de pêche semble gonfler à mesure que le fleuve descend. Mais y aura-t-il des poissons pour tout le monde? Parfois, le fleuve semble orné de rubans, de voiles, de drapeaux, de vives couleurs, comme s'il célébrait ses rapports avec les hommes. À Atia, on atteint le bout de la terre. Cette grande île a été créée par la vase déposée par le Brahmapoutre et ses affluents à travers les siècles. Ceux qui vivent ici confrontent la colère des bêtes. Mais ils savent
qu'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs et ne connaissent aucun autre mode de vie. À travers les siècles, de part et d'autre, le souffle de tant d'espoir et de désespoir. পাহাৰৰ ফালে ইয়ালৈ আহিলে কিয়? ইয়াত খেতি বৰ ভাল হয়। বছৰি নৈ পলহ পেলাই থৈ যায়। আৰু ইয়াত কি পায়? ইয়াত মাছ সদায় পাওঁ। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈনো নৈখন আপোনাৰ বাবে কাল হ'ল? Ce geste est par lui-même une réponse. Il reflète une compréhension plus profonde, la perception changeante du fleuve comme un allié et ami faisant le don de la vie elle-même. La fin du voyage sur le Brahmapoutre marque la fin d'une quête et le début d'une autre. Le fleuve coule sans fin, portant éternellement avec lui l'espoir des millions, nourrissant la montée et le déclin des civilisations. Car chaque aube apporte une nouvelle histoire, un nouvel espoir, un nouveau défi. বাইশ খেলা বাড়ি যান তোমরা যোগী গোপাল ঘাটের